Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler ensemble des 5 blessures de l'âme. Donc c'est un sujet très discuté, dont on parle beaucoup en développement personnel et je vais me baser essentiellement sur le travail de Lise Bourbeau et de son livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Alors j'espère que le sujet va te passionner. À tout de suite! Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit? Tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi? Tu es au bon endroit. Dans ce podcast, nous allons cheminer ensemble pour désencombrer nos vies. Je vais t'aider à diminuer ta charge mentale et à être aligné avec tes valeurs. Je partagerai également mes conseils pour réduire tes possessions, gérer tes finances, organiser ton temps et tes relations. Ensemble, incarnons l'idée que cette course folle au toujours plus ne peut plus durer. Incarnons l'idée que moins, c'est mieux. Désencombrer sa vie, c'est reprendre le contrôle et se libérer du temps pour des projets passionnants ou inavouables. Alors, durant ces quelques minutes en ta compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que de partager mon expérience de coach en rangement et en organisation. Je suis Home Organizer, on m'appelle Tata Nadia et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast. Coucou, me revoilà pour parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Alors tu en as peut-être déjà entendu parler, des fameuses 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Donc déjà, très important, ce travail sur les 5 blessures de l'âme, c'est un travail qui a été mis à jour au grand public, je dirais, par Lise Bourbeau, qui est une Québécoise, une psychologue qui a plus de 40 ans de métier. J'ai eu la chance de suivre un des stages de développement personnel par son équipe en fait, de formation. C'était très intéressant. Donc en fait, elle a une école qui s'appelle Écoute ton corps, très connue bien sûr au Québec, et ils font aussi des formations en France. Bon, je ne suis pas là pour faire sa pub, je ne suis pas commissionnée du tout. Mais c'est pour dire que c'est un travail très intéressant. Donc en fait, Lise Bourbeau, elle a travaillé toute sa vie sur les fameuses blessures de l'âme. Donc elle a écrit un livre au départ qui s'appelait Les 5 blessures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait plusieurs livres après, dont un qu'elle a fait 30 ans après ce premier livre. Et elle remet un petit peu, elle remet pas en cause, mais en tout cas, elle complète cette idée. Elle complète son idée. Moi, je vais me focaliser sur son livre Les 5 blessures de l'âme qui t'empêchent d'être toi-même, parce que je trouve que sinon, je vais partir dans tous les sens et ça va être très long. Donc, ces fameuses blessures de l'âme, elle a travaillé dessus, mais c'est pas elle qui les a découvertes. En fait, c'est un psychiatre américain qui s'appelle John Periakos. Je trouve qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et même après elle, il y a plein de personnes qui ont écrit sur ces blessures de l'âme. Donc, elle n'est pas l'inventrice, l'inventeuse, la découvreuse, je ne sais pas comment on dit. C'est pas elle qui a découvert ça, mais en tout cas, c'est celle qui a fait le plus gros boulot. En tout cas, le sujet de sa vie. Donc, qu'est-ce que c'est que ces blessures de l'âme? Donc, les blessures de l'âme, ce sont des blessures, ce sont des choses que l'on a vécues et qui transparaissent dans toute notre vie, qui transparaissent dans nos décisions, dans nos faits et gestes, dans nos réflexions, dans nos actions, dans nos émotions. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Elle dit qu'au départ, bien sûr, elle dit qu'il y en a 5, qu'on pourrait résumer en se rappelant du mot trahi, T-R-A-H-I, parce qu'en fait, chaque blessure commence par une lettre. Donc, T, c'est trahi, donc T, la blessure de trahison, R, la blessure de rejet, A, la blessure d'abandon, H, la blessure d'humiliation et I, la blessure d'injustice. Donc, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Alors, ce qui est intéressant, je fais parfois des petites parenthèses, c'est que j'ai lu un livre récemment d'un autre auteur qui disait qu'il y avait 5 autres blessures, donc 10 blessures. Mais je trouve que ces 5-là sont intéressantes parce que au début de sa carrière, Lise Bourbeau disait qu'on en a tous au minimum 3. Puis ensuite, elle disait qu'on en avait minimum 4. On les avait tous, sauf l'injustice que nous n'avions pas tous. Et au fur et à mesure des études, des années, on se rend compte que ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à quel est notre lien à chacune de ces blessures de l'âme. Quel est notre lien au rejet? Quel est notre lien à l'abandon? Quel est notre lien à l'humiliation, à l'injustice et à la trahison? Alors bien sûr, je vais aller un peu dans le détail pour que ce soit plus simple, que tu comprennes qu'est-ce que c'est que ces blessures, etc. Donc, le travail de Lise Bourbeau explique que ces blessures ont toutes été créées par des situations de vie que l'on a vécues dans l'enfance.
d'accord? Des situations qui ne sont pas forcément traumatiques. Par exemple, quand on souffre de la blessure d'abandon, on n'a pas forcément été abandonné par ses parents, mais on a subi une situation, on a vécu une situation comme telle, on a vécu une situation où l'on a pensé en tant qu'enfant qu'on était abandonné. Par exemple, on a un petit frère qui naît, on a 3 ans, notre petit frère naît, la maman part à la maternité pour accoucher, on ressent un abandon, elle n'est plus là, elle s'occupe plus de nous. Donc c'est pour dire que les mots choisis, abandon, rejet, trahison, etc., peuvent parfois avoir été mis sur des situations qui pourraient, entre guillemets, paraître anodines, mais qui ne l'ont pas été par rapport au petit enfant qu'on était. Toutes ces blessures se forgent dans l'enfance et donc sont associées à des situations que je vais décrire. Ok. Donc ensuite, Lise Bourbeau, elle explique, elle fait un lien. Alors moi, je le trouve intéressant. Maintenant, je ne sais pas, j'allais dire, je ne sais pas quel crédit on peut y accorder. C'est un peu présomptueux de ma part de dire qu'on n'accorde pas de crédit au travail de Lise Bourbeau. Mais en tout cas, elle associe chaque blessure principale à une posture physique. C'est qu'elle dit que quand on souffre majoritairement d'une blessure, on porte un physique particulier à cette blessure. Je vais donner un exemple. J'ai fait mes petites notes, alors il va falloir que je... Par exemple, quand on souffre de la blessure de rejet, on est très maigre, très sec. Non, ça c'est la blessure d'injustice, pardon. La blessure d'injustice, par exemple, on est très sec, très maigre, très allongé, elle dit avec des petits yeux. Parfois, elle dépeint même des problèmes de santé qui sont liés à certaines blessures en général. Donc moi, je ne vais pas m'attarder sur les physiques qu'elle décrit. Si tu es intéressé par ce livre, je t'encourage vraiment à le lire. Alors parfois, ça peut être intéressant quand on reconnaît des gens de notre entourage qui souffrent d'une blessure particulière parce qu'elle les décrit vraiment dans un livre de plus de 200 pages. Ça peut être intéressant, mais moi, je ne suis pas psychocorporelle, je ne suis pas psychologue corporel. Je vais plutôt expliquer ce qui, moi, m'appelle et ce en quoi je trouve du sens, c'est que quand on souffre d'une blessure en particulier, on porte un masque dans la vie. Un masque dans la vie, ça veut dire un fake self. On parle de fake self aujourd'hui, c'est-à-dire un moi déformé pour contrer cette blessure, pour ne pas la montrer ou pour moins en souffrir. Ok, donc par exemple, on va commencer par la blessure de trahison. Donc la blessure de trahison, elle dit qu'elle a été essentiellement créée par une trahison ressentie avec le parent du sexe opposé, donc toujours dans la petite enfance. Donc une trahison, comme je le dis, et comme je te l'ai dit, c'est pas forcément une grosse trahison, c'est pas forcément quelque chose comme on pourrait dire, ah, mon associé m'a trahi, il a volé dans la caisse de mon entreprise, il m'a planté un couteau dans le dos, mon mari m'a trahi, il a couché avec ma meilleure amie. Non, c'est pas forcément ça. C'est quelque chose dans la petite enfance. Elle dit souvent entre 2 et 4 ans. Et en fait, l'enfant s'est senti blessé par un parent avec qui il avait une forte connexion. Ou alors il s'est senti manipulé, ou c'est comme ça que la blessure est née. Et en fait, quand on souffre de la blessure de trahison, on porte un masque de contrôlant. D'accord? Ça veut dire que toute notre vie, après, pour masquer cette blessure ou pour vivre avec cette blessure, on va être une personnalité contrôlante. Donc contrôlant, on sait tous un peu ce que ça veut dire. On a des gens dans notre entourage, peut-être toi-même qui t'écoutes. Moi, par exemple, j'ai énormément ce masque de contrôlant. J'y travaille. C'est le but de reconnaître ces blessures, c'est de travailler dessus pour en souffrir moins, pour avoir porter moins de masques et pour se révéler être qui l'on est vraiment. Donc en fait, le contrôlant, c'est un gros bosseur. Il essaye de tout contrôler, de faire tout par lui-même, de ne pas déléguer. Il n'a pas trop confiance forcément dans les autres, puisqu'il va vouloir essayer de tout contrôler, à la fois dans sa vie perso, à la fois dans sa vie pro. Et il essaye d'avoir toujours une autorité, il a peur de l'engagement des autres, et il essaye toujours de contrôler, d'être dans sa zone de confort. Il ne veut pas beaucoup avoir de choses qui bougent, de choses qui changent. Voilà, donc le contrôlant, c'est, je pense, une personnalité que tu vas peut-être reconnaître, peut-être en toi, peut-être en quelqu'un d'autre. Et en fait, le but de se reconnaître dans les blessures, c'est de se dire comment je fais pour aller plus loin, comment je fais pour arrêter le masque de contrôlant. Donc moi, je peux en parler parce que vraiment, quand j'ai découvert Lise Bourbeau, ça a été la chose qui m'est le plus sortie. Moi, c'était trahison et abandon. Donc la trahison,
Donc le masque de contrôlant, c'est que déjà, comme toutes les blessures, il va falloir qu'on essaye d'identifier qu'est-ce qui nous a rendu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre parent? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance pour que l'on ressente une blessure de trahison et qu'on porte ce masque de contrôlant? C'est la première chose, d'accord? Essayer de comprendre pourquoi on est comme ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est essayer de s'améliorer sur ces choses-là. C'est comme quand, par exemple, on est perfectionniste. Moi, c'est mon cas. J'essaye de l'être moins, de me mettre en danger, de publier des choses qui ne sont pas parfaites, de me dire fait est mieux que parfait, et je fais des choses. Et je me fais violence pour pas aller au bout des choses parfois. Je me fais violence pour que ma maison soit pas toujours nickel. Et j'y arrive de mieux en mieux. Ok? Donc je supporte un peu le bazar que je ne supportais pas forcément à un certain moment. Même si j'ai vécu dans des gros bazars pendant longtemps, mais j'avais toujours mon petit truc de contrôlant et de perfectionnisme sur d'autres choses. Donc d'abord, pardonner à ceux qui nous ont blessés, se rendre compte de la blessure dont on souffre, et ensuite, quand on a un masque de contrôlant, essayer de lâcher prise, essayer de déléguer, essayer de se dire les autres font pas aussi bien que ce que j'aurais fait, mais c'est fait. Et puis se rendre compte du bénéfice qu'on a à ne pas tout contrôler, parce que tout contrôler, c'est fatigant, c'est épuisant. Donc voilà un peu l'exercice que l'on peut faire quand on se reconnaît dans un masque de contrôlant. Ensuite, on va parler de la blessure de rejet. Donc, tout comme toutes les blessures, elle est présente et elle s'installe dans l'enfance. Et il faut savoir que tout ce qu'on vit dans notre vie, toutes les situations de vie que l'on a, que ce soit les prises de décision, les relations, les boulots que l'on fait, ils vont être en rapport avec nos blessures. Par exemple, quelqu'un qui a un fort sentiment d'injustice, il va travailler plus facilement dans la justice, dans le fait de rendre justice aux autres. Quelqu'un qui a un fort, j'en parlerai après de cette blessure, mais une forte blessure d'humiliation, elle va se mettre dans des situations professionnelles où elle va ressentir l'humiliation. Voilà, il faut savoir vraiment que toute notre vie est conditionnée par ça. C'est pour ça que c'est important de voir ce qui nous habite et d'essayer de les travailler, ou en tout cas d'en prendre conscience pour s'améliorer. Et c'est que en bien. S'améliorer, c'est pas négatif. On n'est pas mal d'avoir des blessures. Mais on est mieux quand on arrive à vivre avec et quand on arrive un peu à s'en libérer. Donc la deuxième blessure, c'est la blessure de rejet. Ok, blessure de rejet. Donc celle-ci, elle est provoquée par une sensation du même sexe. Donc elle dit toujours, parfois c'est sexe opposé, parfois c'est parents du même sexe. Donc parents du même sexe. Et en fait, l'enfant va sentir qu'il n'est pas désiré, ou que le parent aurait préféré avoir un enfant du sexe opposé. Donc comme je dis, ça c'est bien sûr le sentiment que l'enfant ressent. D'accord? C'est une sensation de rejet du parent. Ça ne veut pas dire que le parent a vraiment été rejeté, a vraiment rejeté. Hein? C'est important de savoir ça. C'est la manière dont on sent les choses. Tout comme dans une fratrie, on n'a pas tous la même histoire. J'aime beaucoup cette idée. Ça c'est une des idées dans le 5e accord Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est qu'en fait, dans une même fratrie, on n'a pas tous eu la même histoire avec nos parents. On ne voit pas nos parents de la même manière, même avec des frères et sœurs ou des jumeaux. Leurs parents, ils ne les ont pas vus de la même manière, ils n'ont pas interprété des mêmes scènes de la même manière. Donc les blessures, il faut se dire que c'est vraiment une interprétation que l'on a faite. Donc une personne qui est source de rejet, en tout cas qui ressent le rejet, qui a ressenti le rejet à un enfant et qui a cette blessure, elle va avoir une mauvaise estime d'elle-même et elle va tout le temps se sentir rejetée, que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, et elle va même se rejeter elle-même, d'accord? Elle va même pouvoir se rejeter elle-même et toujours se mettre dans des situations où elle va être rejetée. La 5e roue du carrosse, la personne pas désirée dans un groupe, la personne qui est rejetée par ses collègues, la personne qui est rejetée à l'école. Et en fait, le masque qu'elle adopte pour essayer de se protéger de cette blessure, c'est le masque du fuyant. Okay? Le fuyant, c'est l'invisible. Je fuis. J'essaye de ne pas être visible. J'essaye d'être très discret. Comme ça, je ne subirai pas le rejet des autres. D'accord? C'est aussi des enfants ou des adultes qui sont très renfermés sur eux-mêmes, qui sont dans leur bulle, qui sont très rêveurs pour pas être touchés par les choses qui vont venir de l'extérieur, pour éviter le regard des autres, pour éviter la mise en danger en étant mis avec les autres. Ok? Donc en fait, la personne, bien sûr, elle se dévalorise énormément et elle va être repliée sur elle-même, elle va être dans le rêve, elle va être dans la construction mentale, etc. Et donc Lise Bourbeau, elle dit que ces personnes-là ont plus tendance à être dans les addictions, le jeu, la drogue, l'alcool, la cigarette, toutes sortes d'addictions, le sexe, pour fuir en permanence la vraie vie, fuir en permanence la confrontation aux autres,
Donc, elle est solitaire, elle n'est pas très sociable. Et donc, elle, elle essaye de tout faire pour échapper à sa blessure. Ok. Alors, elle parle bien sûr d'un physique de fuyant, donc ça c'est... Oui, c'est vrai que ce qu'elle dit, ça peut paraître sensé. Elle dit que c'est un corps maigre, petit, avec le haut du corps voûté, donc voûté en avant, pour se fondre dans la masse, pour être discret. Alors c'est vrai que quelqu'un qui serait plus épaule en arrière, très présent, ce serait quelqu'un qui aurait beaucoup plus confiance en soi. Donc c'est vrai que ça a du sens d'être replié sur soi-même quand on est fuyant. Et elle dit qu'il y a des petits yeux cernés avec une tendance avec des problèmes de peau. Bon, pourquoi pas? Peut-être qu'on peut dire les problèmes de peau, ça rejette, ça fait rejeter les autres, puisque la peau, c'est le premier contact quand même avec autrui. Donc c'est vrai que quelqu'un qui a des problèmes de peau, qui a beaucoup d'acné, qui a du psoriasis, de l'eczéma et tout, il a une tendance à plus être rejeté. C'est le masque du fuyant. Ouais, c'est censé. Donc pour eux, guérir cette blessure, bah, comme d'habitude, il faut en prendre conscience. Il faut pardonner à celui qui nous a peut-être mis dans cette posture et il faut surtout essayer d'arrêter les situations qui nous mettent dans la situation du fuyant et en prendre conscience. Donc c'est un peu la même chose vraiment pour toutes les blessures. En prendre conscience, pardonner et essayer de se mettre dans des postures où on va se faire violence pour essayer de contrer la posture le masque qu'on a créé. Ensuite, on va parler de la blessure d'abandon. Elle est très intéressante parce que, a priori, on en souffrirait tous de la blessure d'abandon à plus ou moins grande échelle. Donc, il faut savoir qu'il y a des blessures qui sont majeures et des blessures qui sont mineures. Donc, si tu souffres de la blessure d'abandon, déjà, il faut savoir que ça a été causé par un parent entre la naissance et l'âge de 3 ans. Un parent qui aurait été distant, qui aurait été peu présent ou absent. Par exemple, un père qui serait parti, un père qui aurait été peu présent ou une mère. Hein. Et souvent du sexe opposé. Je dis un père parce que moi, je suis une femme et que pour moi, c'est sexe opposé, c'est le père. Donc, un enfant qui s'est senti en manque d'affection d'un parent, il va se sentir abandonné. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas forcément un enfant abandonné qui a été placé à la DAS ou dans un foyer, pas du tout. Ça peut être un enfant même qui a vécu avec ses 2 parents sous le même toit, mais qui a eu ce sentiment d'abandon. Et donc, l'enfant, il s'est senti laissé de côté, il s'est senti abandonné, et c'est ça qu'il va développer dans sa vie. Et à l'âge adulte, il va développer une stratégie, un masque de dépendant pour ne pas être abandonné. Donc, un masque de dépendant, c'est tout faire pour qu'on le complimente, tout faire pour se mettre dans des situations où l'autre va répondre à nos manques et l'autre ne va pas nous abandonner. C'est-à-dire, en fait, s'oublier, s'ignorer pour essayer de se fondre pour que l'autre nous aime, pour que l'autre ne nous abandonne pas. Donc, une humeur qui varie beaucoup, chercher l'attention à tous les enfants qui cherchent beaucoup l'attention, que ce soit en criant, en faisant des choses, les enfants qui n'acceptent pas le non, enfin je dis les enfants, mais les adultes aussi, hein, les adultes qui n'aiment pas la solitude et qui vivent vraiment en fonction des autres. Moi, j'ai eu pendant longtemps, quasiment toute ma vie, ça fait quelques années que je travaille là-dessus, la blessure d'abandon et avec le masque de dépendance. C'est-à-dire que je me fondais dans ce que mon compagnon souhaitait, je me fondais dans ses projets, je me fondais dans ses passions, en fait, en m'abandonnant moi-même. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, purée, je me suis abandonnée, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus je ne sais plus quelles sont mes valeurs, je ne sais plus quels sont mes propres besoins. Et ça, c'est clairement le masque du dépendant qui a souffert de l'abandon. Donc, ils disent que Lise Bourbeau, elle dit que physiquement, pardon pour le c'était très moche, elle dit que physiquement, le dépendant, c'est un corps mince et long, donc très mince, long, qui s'affaisse vers l'avant avec des épaules tombantes et le dos courbé. Les yeux sont tristes. Donc ça ressemble quand même beaucoup à la blessure de rejet. Épaules tombantes, dos courbé, les yeux sont tristes. Alors comment guérir la blessure d'abandon? Comme toutes les autres blessures, déjà, il faut en prendre conscience. Et il faut l'accepter pleinement. C'est pas évident de l'accepter pleinement. Je peux parler vraiment de cette blessure parce que j'en souffre. Cette blessure, elle est dure à accepter parce que ça veut dire qu'on se remet complètement en cause. On remet complètement en cause son parcours de vie parce que quand on accepte son masque de dépendance, ça veut dire, mince, je suis nulle, je suis dépendante des autres, j'ai pas été capable de m'assumer moi-même, j'ai pas été capable de faire mes propres choix, j'ai dû suivre le choix des autres. Mais en fait, c'est pas grave, il faut se pardonner. Il faut pardonner aux parents, mais il faut se pardonner à soi-même, de se dire, ok, c'est ok, j'ai été comme ça, mais parce que j'ai vécu des choses dans l'enfance, et maintenant je vais travailler dessus, maintenant je vais essayer de m'améliorer. Et donc pour s'améliorer, il faut essayer de ne plus chercher l'attention des autres. Et moi, ce que je peux te conseiller, si tu as l'impression de souffrir de cette souffrance-là,
C'est cherche l'attention avec toi-même, cherche de l'amour avec toi-même, cherche à te valoriser toi-même avec toi-même, par exemple, à te faire belle pour toi, à faire des choses intéressantes pour toi, à te valoriser toi. Et c'est hyper intéressant. Apprendre à vivre avec ta solitude et à prendre confiance en toi. Donc, tu peux, comme je le dis, souffrir de cette blessure en principal ou en mineur. Donc, tu ne te reconnais pas forcément de manière pleine. Par exemple, moi, j'ai toujours été bien dans la solitude. Je souffre de blessures d'abandon, mais j'ai jamais eu de problème à être seule. Je suis partie en voyage seule, plusieurs fois, de nombreuses fois. J'aime beaucoup passer du temps seule dans ma maison. Quand j'étais célibataire, je passais des week-ends entiers. Je restais chez moi et je faisais des choses, du travail, des loisirs créatifs, etc. Donc moi, la solitude, ça m'a jamais gênée. Mais il y a d'autres choses dans lesquelles je me reconnais sur ce profil. Donc je pense que toi, si tu te reconnais, prends conscience de ça et essaye vraiment d'avancer. Alors ensuite, on parle de la blessure d'humiliation. Alors la blessure d'humiliation, je me sens moins à l'aise entre guillemets d'en parler parce que j'ai l'impression de ne pas en souffrir. Mais peut-être que je me trompe, parce qu'a priori, on souffrirait de toutes les blessures à une moindre mesure. Enfin, à une mesure différente, je dirais. Donc celle-là, sûrement que j'en souffre à une moindre mesure. La blessure d'humiliation, elle se construirait entre l'âge d'1 et 3 ans par un parent euh, qui, qui rabaisse. En tout cas, l'enfant se sent rabaissé, se sent comparé, se sent critiqué, ne se sent pas valorisé. Il peut des fois s'être senti manipulé. Et ça éveille la blessure d'humiliation. Donc qu'est-ce que c'est que la blessure d'humiliation? C'est que on a honte et on se sent toujours humilié, on se met dans des postures où on va être humilié, on va être dégradé, on va être rabaissé par un conjoint, par des collègues, par la vie, par des situations de vie dans lesquelles on se met. Et en fait, le masque, c'est le masque donc le masque qu'on porte pour contrer cette blessure, c'est le masque de masochiste. Le masochiste, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à attirer le fait qu'on lui fasse du mal, à se faire lui-même du mal, à se punir lui-même et à subir l'humiliation finalement, à perpétuer en permanence le fait de se faire humilier. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle explique que physiquement un masochiste, c'est un corps ou une partie du corps plutôt arrondi et le visage et les yeux ronds. Elle dit ça dans l'arrondi, c'est-à-dire que les personnes qui vont être en surpoids, les personnes qui vont être en surpoids vont attirer plus l'œil, elles vont avoir plus tendance à se faire critiquer, à être dans des postures d'humiliation. Et je me rappelle d'une anecdote dans le livre. Je n'ai pas relu le livre spécifiquement, je l'ai déjà lu 2 fois. Donc je ne l'ai pas relu spécifiquement pour le podcast. Mais je me rappelle ce qui était intéressant, moi ça m'a fait penser à une personne de ma famille, notamment ma grand-mère qui est décédée. C'est qu'elle disait que par exemple, les personnes qui souffrent de la blessure d'humiliation, elles ont tendance à se faire des tâches, à être toujours tachées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va attirer le regard et elles vont se faire humilier. Ah, t'as une tâche. Ah, tu sais pas manger correctement. Donc, à s'attirer toujours des situations. Et on en connaît, des gens qui sont toujours tachés. Moi, ma grand-mère, elle avait toujours des taches sur elle. Moi, par exemple, j'ai jamais de tâches. Je me tâche jamais. C'est très rare. Allez, je me tâche une fois tous les 2 ans et j'enlève la tache sur mon vêtement. Mais je me tâche pas à chaque fois que je mange. Et il y a des gens qui se tâchent tout le temps. Donc ça fait partie de la blessure d'humiliation et de la posture de masochiste. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est l'attitude et la personnalité d'un masochiste? C'est quelqu'un qui se dévalorise et qui est rabaissé par les autres. Donc, tous les comportements qu'elle va mettre en place, cette personne, elle va finalement se faire rabaisser. Mais ce qu'elle dit, c'est que parfois, la personne, elle va vouloir se mettre en valeur. Elle va essayer de se mettre en valeur, de tout faire pour aider les autres, pour, euh, pour être gentille, pour être bien vue, et ça ne fonctionne pas, parce qu'elle n'est pas à l'écoute de ses propres besoins. Elle va essayer d'être vraiment dans le fait de plaire aux autres. Et c'est lié aussi au besoin de tout contrôler. Donc le masochisme, c'est aussi un besoin de contrôle, donc je pense que ça doit aller aussi avec la posture de contrôlant de la trahison. Tout doit être parfait, sinon elle a peur d'avoir honte, cette personne-là. Elle a toujours peur du regard des autres. Donc perfectionniste à mort, voilà, tous ses actes, toute sa personnalité, c'est en rapport avec ça. Et en fait, elle a du mal à savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses émotions, à cause du regard des autres. Donc c'est pas comme d'autres blessures à cause du fait d'être la peur d'être abandonnée, non, c'est à cause du regard des autres, du jugement des autres. Ok, donc ça met des barrières finalement à sa propre liberté, ça met des barrières à ses propres décisions. Donc, comment faire? Se pardonner, d'accord, d'avoir cette blessure, se pardonner de s'être mis dans ce masque et essayer de lâcher prise dessus, de plus écouter ses émotions, de moins se mettre dans la posture où on fait les choses pour les autres. Et ça sera le début du travail.
Enfin, on va parler de la blessure d'injustice. Donc la blessure d'injustice, elle est plus ou moins présente chez les gens. Je pense que tu dois connaître dans ton entourage, si c'est pas toi, quelqu'un qui est toujours en train d'essayer de faire la justice. Mais c'est pas juste, c'est pas normal que cette personne ait fait ça, c'est pas normal que lui, il m'ait fait une queue de poisson, c'est pas normal que lui il roule trop vite, c'est pas normal que ma voisine elle fait ça, qui trouve toujours que c'est pas juste, c'est pas normal. Donc cette blessure, elle s'installe, on dit Lise Bourbeau, entre 4 et 6 ans, avec un parent du même sexe, qui se serait montré froid, autoritaire, par exemple sévère, voire même qu'il aurait critiqué. Et ça aurait provoqué une grande douleur. Donc froid et distant, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être, il y a eu un petit frère, une petite sœur qui a été accueillie, la maman est devenue distante parce qu'elle s'est occupée du bébé. Enfin, ça peut être plein de choses. Donc encore une fois, c'est pas forcément une situation dramatique ou une situation très précise, mais ça peut être voilà, une situation de vie que l'on peut penser normale. Donc en fait, quand on souffre de la blessure d'injustice, on porte comme masque le masque du rigide, d'accord. Le masque du rigide. Le masque du rigide, je vais d'abord parler du physique, c'est un physique rigide. Droit, raide, les muscles tendus, hyper secs. Elle dit un corps parfait et bien proportionné. Par exemple, les gens qui font de la course à pied, qui sont très secs, qui se tiennent bien droit, on pourrait dire entre guillemets un corps parfait, musclé, vraiment. Et moi j'en connais, c'est marrant parce que je connais vraiment une ou deux personnes dans mon entourage qui ont vraiment cette rigidité-là. Et je me dis, ah bah, ils doivent souffrir de la blessure d'injustice parce que c'est vraiment ce physique qu'elle décrit. Et en fait, elle les dessine aussi dans son livre. Donc voilà, le masque du rigide, c'est que la personne, elle se coupe de ses émotions. Elle pense elle se coupe pour que rien ne la touche. D'accord. La personne qui a de la blessure d'injustice, elle ne veut pas resubir l'injustice. Donc, elle est froide et elle est elle-même insensible. En fait, elle projette l'image qu'elle a eue avec son parent. Et ce qui est drôle, c'est que Lise Bourbeau, elle dit qu'on est sur Terre pour guérir la blessure qu'avaient nos parents, parce que nos parents nous transmettent leurs propres blessures. Je vais finir sur l'injustice et je vais développer là-dessus, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, c'est quoi l'attitude de la personne rigide, de la personne qui souffre de la blessure d'injustice? C'est qu'elle est très exigeante envers elle et envers les autres. Maniaque, perfectionniste, parce qu'elle est très sèche, très raide, très, très rigide. Voilà, ça veut tout dire. Donc rigide, ça veut dire insensible, ça veut dire contrôle ses émotions. Mais en même temps, comme elle ne respecte pas ses limites, elle peut faire des burn-out. Okay. Quelqu'un qui ne respecte pas ses limites parce qu'elle va très loin dans la rigidité et dans la perfection. Elle ne demande pas de l'aide, elle reste seule. Et elle pense que les gens l'aiment pour ce qu'elle fait, puisque forcément, elle ne montre pas ses émotions. Donc les gens ne peuvent l'apprécier que pour les choses qu'elle met en action, pour son savoir-faire et non pour son savoir-être. Ok. Donc, comment guérir la blessure d'injustice? Eh bien, comme les autres, on en prend conscience, on pardonne à son parent, on se pardonne à soi d'avoir porté ce masque de rigide. On se pardonne des décisions qu'on a prises qui ne sont pas forcément les bonnes parce qu'elles n'ont pas respecté notre réelle conviction, nos réels besoins. Et une fois qu'on se rend compte de ça, eh ben, on peut avancer. Et tous les jours, quand on prend une décision, quand on subit quelque chose de désagréable, quand on vit quelque chose d'agréable, et ben en fait, essayer de réfléchir quel masque j'ai porté, quelle est la blessure qui a été mise en place dans cette situation, par exemple un conflit avec quelqu'un, je sais pas moi, au supermarché, un conflit avec quelqu'un, qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que j'ai ressenti de l'humiliation? Est-ce que j'ai ressenti de l'injustice? Est-ce que j'ai ressenti de la trahison, du rejet, de l'abandon? Est-ce que c'est ça qui est ressorti? Ok. Est-ce que j'ai cherché l'approbation de la personne en face? Est-ce que j'ai cherché juste, j'avais de la colère, je lui ai mis mon poing dans la tronche? Tout ça, c'est intéressant de savoir quelles sont les émotions que je vis, comment est-ce qu'elles sont ressenties, comment elles sont reliées, corrélées à nos blessures de l'âme. Et pour finir, parce que je pourrais faire une conférence de 3 heures sur les 5 blessures de l'âme, là j'ai fait vraiment court. Pour finir, ce qui est intéressant, je vais revenir sur la notion de Lise Bourbeau qui dit que, la notion de Lise Bourbeau qui dit que, désolé pour le blablabla, qui dit qu'en fait on s'incarne sur Terre pour soigner les blessures de nos parents. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant de faire une petite réflexion transgénérationnelle sur les blessures que je ressens majoritairement et quelles sont ces blessures-là, comment elles sont incarnées chez mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. J'ai la chance de connaître un petit peu l'histoire de mes arrière-grands-parents du côté maternel. Côté paternel, je ne connais pas du tout. Mais je trouve ça intéressant de se dire, bah tiens, je partage la même blessure que ma mère, je partage la même blessure que mon père. Ma mère m'a donné telle blessure, j'en ai hérité, mais elle-même souffrait de cette blessure-là. Qu'est-ce que je peux faire moi pour ne pas la transmettre à mes enfants? Ça, c'est hyper intéressant, le transgénérationnel.
Je souffre de la blessure d'abandon, de la blessure de rejet, de la blessure d'humiliation, d'injustice, de trahison. Comment je peux faire aujourd'hui, en m'en rendant compte, en travaillant dessus, pour ne pas transmettre cette même blessure à mes enfants? Et si c'est trop tard, c'est pas grave. C'est-à-dire s'ils ont déjà 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, c'est pas grave. Comment je peux leur en parler? Comment je peux faire qu'eux-mêmes fassent ce travail sur eux le plus tôt possible? Parce que le travail de développement personnel, le travail des 5 blessures, je trouve que plus jeune on commence à travailler sur soi là-dessus, alors je dis toujours le mot travail, il y en a qui n'aiment pas ça en développement personnel, mais plus jeune on apprend à avancer dessus et en fait on gagne des dizaines d'années. On gagne vraiment des dizaines d'années. Moi j'estime que l'endroit où j'en suis aujourd'hui à 42 ans dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps, eh ben ouf que j'y suis à 42 ans. Si j'y avais été à 32, ça aurait été mieux. Mais j'étais déjà en chemin à 32 ans, j'étais déjà en chemin à 22 ans, donc ça fait 20 ans. Ça fait plus de 20 ans maintenant que j'ai commencé à avancer dans ma tête, en développement personnel, en thérapie. Donc je me dis heureusement, parce que si je ne l'avais jamais fait, je ne serais pas cette personne aujourd'hui, beaucoup plus libre, beaucoup plus joyeuse, heureuse de la vie, avec de la gratitude. Donc je t'encourage vraiment, si ce travail-là t'intéresse, si tu veux, à lire ce livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Il existe en livre de poche aux éditions Pocket. Et elle a plein d'autres livres derrière. Elle a La guérison des 5 blessures, qui est très intéressante. Bon, tu verras, Lise Bourbeau, c'est un chemin à elle toute seule. J'adore cette femme. Donc, je t'encourage à l'écouter, à la lire. Si tu penses que ce podcast pourrait plaire à une personne de ton entourage, sans lui dire « Tiens, je t'ai reconnu, toi, tu as le masque du dépendant, tu souffres d'abandon », vraiment, c'est très important de garder ça pour soi. C'est très important de ne pas dire aux autres comment on les voit. Et c'est très important d'essayer de se détacher des masques des autres pour ne pas les juger, pour ne pas changer notre perception, la perception qu'on a des autres. Alors des fois, c'est pas facile parce qu'on va reconnaître des proches. Mais il faut le faire avec bienveillance et il faut travailler sur soi uniquement. On n'est pas la thérapeute pour dire aux autres de quoi ils souffrent. Déjà, soignons-nous nous-mêmes. Soigne-toi toi-même et laisse aux autres le loisir de faire leur propre chemin. À ton conjoint, à tes parents, à tes enfants, c'est pas facile. On peut reconnaître ce qu'ils sont, on peut reconnaître de quoi ils souffrent, mais on n'est pas là pour les guider sur leur chemin. Si ça les intéresse, tu leur offres le livre. C'est le meilleur conseil que je puisse te dire. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à me noter sur iTunes, sur Spotify, sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Partage ce podcast et tous les autres épisodes qui pourraient te plaire et qui te plaisent en tout cas et qui pourraient plaire à quelqu'un de ton entourage. Tu es ma seule publicité et la meilleure. Donc merci pour ton soutien et à très vite pour un prochain épisode.